Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la couleur dans l'art. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question très simple. Quand avez-vous regardé une couleur pour la dernière fois? Pas seulement vu, mais vraiment regardé, avec attention, avec curiosité, avec cette légère stupéfaction que l'on ressent parfois face à quelque chose d'aussi banal que le rouge d'une tomate sous la lumière du midi, ou le bleu profond du ciel juste avant que la nuit tombe. La couleur est partout. Elle est si présente dans nos vies qu'on finit par ne plus la remarquer. Et pourtant, dans l'art, la couleur n'est jamais un détail. Elle n'est jamais un simple habillage visuel. Elle est langage, elle est émotion. Elle est parfois le sujet lui-même. Ce podcast vous invite à un voyage à travers l'histoire de l'art, de la psychologie de la perception et de la philosophie du beau, pour répondre à une question fondamentale: à quoi sert vraiment la couleur dans l'art? Et peut-être, en chemin, vous découvrirez que cette question en dit autant sur vous que sur les œuvres que nous allons étudier ensemble. Il n'existe pas de réponse unique. C'est précisément ce qui rend ce sujet si riche, si vivant, si profondément humain. La couleur dans l'art est une conversation entre l'artiste et le spectateur, entre le passé et le présent, entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Commençons par l'évidence. Pendant des siècles, la première fonction de la couleur dans l'art a été de représenter le monde tel qu'il apparaît à nos yeux. Les peintres flamands du XVe siècle, Jan van Eyck en tête, ont développé une maîtrise extraordinaire de la couleur à l'huile pour reproduire la texture du tissu, le reflet de la lumière sur une armure, la transparence d'un verre de vin. L'Arnolfini portrait de 1434, peint par Jan van Eyck, en est l'exemple parfait. Le vert intense de la robe de la femme n'est pas choisi au hasard. La peinture à l'huile permettait pour la première fois une modulation subtile des tons, des ombres, des reflets. Ce tableau a littéralement révolutionné la façon dont les gens percevaient la peinture. Face à cette œuvre, les contemporains de Van Eyck avaient l'impression de regarder par une fenêtre, non devant une toile. Cette quête du réalisme chromatique atteint son apogée avec les impressionnistes au XIXe siècle, mais d'une manière radicalement différente et inattendue. En 1874, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas et leurs amis exposent leurs œuvres dans l'ancien atelier du photographe Nadar à Paris. La critique les tourne en dérision. Un journaliste, Louis Leroy, écrit un article sarcastique dans le journal Le Charivari, s'inspirant du titre du tableau de Monet, Impression, soleil levant, pour se moquer de ceux qu'il appelle ses impressionnistes, ce groupe de peintres incapables, selon lui, de finir proprement leur toile. Ce que ces critiques n'avaient pas compris, c'est que les impressionnistes ne cherchaient pas à peindre les objets, mais la lumière sur l'objet. Monet a peint la cathédrale de Rouen plus de 30 fois, à différentes heures du jour et en différentes saisons. La cathédrale elle-même n'était pas son sujet, la lumière l'était, et la couleur était son seul outil pour capturer cette lumière changeante, fugace et impossible à figer. Claude Monet disait « Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau, la beauté de l'air dans lequel tout cela est baigné. » Cette révolution change profondément la conception du rôle de la couleur dans l'art. La couleur n'est plus simplement descriptive, elle devient analytique. Elle devient l'instrument d'une enquête sur la nature même de la perception visuelle. Georges Seurat va plus loin encore, fasciné par les travaux du chimiste Michel Eugène Chevreul sur la théorie des couleurs complémentaires, il invente le pointillisme. Dans son chef-d'œuvre Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, 1886, chaque millimètre de la toile est composé de petits points de couleur pure, soigneusement calculés pour se mélanger optiquement à l'œil du spectateur plutôt que sur la palette. Ce tableau, aujourd'hui exposé à l'Art Institute of Chicago, mesure plus de 3 mètres de large et a nécessité 2 années de travail. Sera visiter le site chaque dimanche
pour observer la lumière. Il ne peignait pas ce qu'il voyait naïvement. Il déconstruisait la lumière en ses composantes scientifiques pour la recomposer sur la toile. La couleur ici est presque mathématique. Ces exemples montrent que, même dans sa fonction la plus réaliste, la couleur dans l'art n'est jamais neutre. Elle est toujours choisie, construite, pensée. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant aborder sa deuxième grande fonction, l'expression de l'émotion. Si vous deviez choisir un seul artiste pour incarner l'usage émotionnel de la couleur, ce serait sans doute Vincent van Gogh. Ses lettres à son frère Théo, plus de 800 missives conservées, dont la plupart sont aujourd'hui numérisées et consultables au Van Gogh Museum d'Amsterdam, constituent l'un des documents les plus précieux de l'histoire de l'art, car Van Gogh y explique avec une précision étonnante pourquoi il choisit telle ou telle couleur. Dans La Chambre à Arles de 1888, il écrit à Théo « Les murs sont d'un violet pâle, le sol, c'est du carrelage rouge cassé, le bois du lit et les chaises, du jaune beurre frais, le drap et les oreillers, citron vert très clair, la couverture rouge écarlate, la fenêtre verte, la cuvette bleue, les portes lilas. » Il précise ensuite que ces couleurs sont choisies pour exprimer le repos absolu, pas pour décrire la pièce réelle, pour transmettre une sensation. C'est là un changement fondamental dans l'histoire de l'art. La couleur n'est plus au service du réel, elle est au service du ressenti. Van Gogh ouvre la voie à tout un mouvement qui va transformer l'art du XXe siècle. En 1905, au Salon d'automne de Paris, une salle d'exposition provoque un scandale retentissant. Les tableaux qui y sont exposés utilisent des couleurs si violentes, si arbitraires, si délibérément non naturalistes que le critique Louis Vaucel écrit qu'il a l'impression d'être entouré de fauves. Le nom restera les fauves. Henri Matisse, chef de file du mouvement, peint La femme au chapeau en 1905, portrait de sa femme Amélie, dans lequel le visage est strié de vert, de rouge, d'orange, sans aucun souci du réalisme. Le tableau choque profondément le public de l'époque. Gertrude Stein et son frère Léo l'achètent pourtant, reconnaissant en lui quelque chose de radicalement nouveau. Matisse dira plus tard que la couleur est pour lui comme une corde sur un violon. On peut en tirer des sons doux ou stridents, mais ce qui compte, c'est la vibration qu'elle produit. Cette libération de la couleur de toute obligation réaliste est une des révolutions les plus profondes de l'art occidental. Elle dit aux artistes du monde entier « Vous avez le droit d'utiliser la couleur pour ce que vous ressentez, non pour ce que vous voyez ». Vassili Kandinsky, peintre russe et théoricien de l'art, va encore plus loin dans sa réflexion. Dans son ouvrage « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », publié en 1910, il développe une théorie complète de la couleur comme équivalent visuel de la musique. Kandinsky affirme que chaque couleur produit une vibration intérieure dans l'âme du spectateur. Le jaune, dit-il, est agressif et irritant, comme une trompette. Le bleu est profond et spirituel, comme un violoncelle. Le rouge est ardent, puissant, comme les cuivres d'un orchestre. Cette idée n'est pas une métaphore poétique pour Kandinsky. C'est une conviction profonde, liée peut-être au fait qu'il était synesthète. Il entendait des sons en voyant des couleurs. Ses premières œuvres abstraites, comme Composition 7 de 1913, conservées à la galerie Tretiakov de Moscou, sont pensées comme des compositions musicales visuelles. Pas de forme reconnaissable, pas de sujet narratif, seulement des couleurs, des formes, des tensions entre masses chromatiques. Pour la première fois dans l'histoire de l'art occidental, une peinture n'a littéralement plus rien à représenter, elle est. Il serait tentant de croire que les émotions qui suscitent les couleurs sont universelles. Ce serait une erreur. La signification symbolique des couleurs est profondément culturelle et l'art nous en donne des preuves saisissantes. En Occident, le blanc est la couleur du mariage, de la pureté, de la lumière. Dans de nombreuses cultures d'Asie orientale, Chine, Japon, Corée, le blanc est la couleur du deuil. Une mariée vêtue de blanc en Chine traditionnelle serait une image funèbre. Inversement, le rouge
couleur du danger et de l'alarme en Occident, et la couleur du bonheur, de la chance et de la prospérité dans la culture chinoise. Ces différences culturelles se retrouvent dans l'art. Les peintures de la Chine impériale utilisent abondamment le rouge pour ses palais et ses éléments sacrés. Les maîtres japonais de l'estampe, comme Hokusai ou Hiroshige, utilisent le bleu indigo, d'une façon qui n'a rien à voir avec l'usage européen de la même couleur. Il n'y a pas de couleur universellement triste ou joyeuse. Il y a des couleurs dans des contextes culturels. L'un des exemples les plus fascinants de la couleur érigée au sujet artistique absolu est l'œuvre d'Yves Klein, artiste français du XXe siècle. En 1960, Klein dépose un brevet pour une couleur qu'il a lui-même développée avec un chimiste. Un bleu outre-mer d'une intensité et d'une matité extraordinaire, l'International Clean Blue, ou IKB. Klein utilise exclusivement cette couleur pour ses monochromes, des toiles entièrement recouvertes de ce bleu, sans forme, sans composition, sans sujet. Pour lui, le bleu est la couleur de l'infini, du ciel, de la mer, de l'espace, de tout ce qui échappe à la matière et à la définition. Ces monochromes ne sont pas des peintures abstraites au sens classique, ce sont des portraits. Yves Klein dit « Le bleu n'a pas de dimension, il est hors des dimensions dont participent les autres couleurs. » Aujourd'hui, les monochromes IKB de Klein sont exposés dans les plus grands musées du monde, le Centre Pompidou, le MoMA, le Guggenheim. Une couleur seule, sans rien d'autre, est devenue une œuvre d'art reconnue comme telle. C'est peut-être la démonstration la plus radicale du pouvoir de la couleur dans l'art. Mark Rothko, peintre américain d'origine lettonne, est l'un des artistes les plus profonds et les plus mélancoliques du XXe siècle. Ces grandes toiles, des rectangles flottants de couleurs aux bords flous et vibrants, semblent simples à première vue. Elles sont en réalité extraordinairement complexes. La chapelle Rothko à Houston, Texas, inaugurée en 1971, peu après la mort de l'artiste, est l'un des lieux les plus étranges et les plus bouleversants que l'art contemporain ait produit. 14 grandes toiles presque noires entourent le visiteur dans un espace octogonal. Ces tableaux noirs ne sont pas noirs. Ils sont d'une profondeur de brun rouge-violet qui semble changer selon la lumière du jour. Des milliers de visiteurs de toutes confessions témoignent d'une expérience quasi spirituelle dans cette chapelle. Rothko, lui-même, disait qu'il voulait que les spectateurs de ces tableaux pleurent. Non par tristesse, mais par la même émotion que celle qu'ils ressentiraient face au sacré. La couleur chez Rothko n'est pas un outil, c'est un état intérieur. Paul Cézanne, que Matisse et Picasso appelaient le père de nous tous, a développé une conception radicalement nouvelle de la couleur. Pour lui, la couleur n'est pas un habillage de la forme, elle est la forme elle-même. Peindre avec la couleur, c'est construire. Dans ses nombreuses versions de la montagne Sainte-Victoire, il en a peint plus de 80. Cézanne utilise des touches de couleur comme des briques. Il n'y a pas de ligne pour délimiter la montagne du ciel. C'est la différence de couleur, la modulation chromatique qui crée le volume, la profondeur, la solidité. Cette technique profondément novatrice ouvre directement la voie au cubisme. Cézanne pose ainsi une question philosophique majeure. Si la couleur peut construire la forme, si elle peut créer l'espace et la profondeur sans ligne ni ombre traditionnelle, alors qu'est-ce que vraiment la peinture? Et qu'est-ce que vraiment la vision? Piet Mondrian, artiste néerlandais, pousse cette logique jusqu'à son extrême. Après une longue évolution qui l'amène progressivement à simplifier ses paysages et ses arbres, il arrive dans les années 1920 à ce que l'on appelle le néoplasticisme, des grilles de lignes noires sur fond blanc avec des rectangles de rouge, jaune et bleu. Ces trois couleurs primaires ne sont pas choisies au hasard. Pour Mondrian,
Elles représentent les éléments fondamentaux de la réalité visuelle, les briques de base de toute perception chromatique. En les combinant avec les non-couleurs, blanc, gris, noir, ils cherchent à exprimer l'ordre universel sous-jacent au chaos apparent du monde. La célèbre composition, tableau 1, conservée au Kunstmuseum de La Haye, est d'une simplicité trompeuse. C'est l'aboutissement d'une réflexion philosophique et esthétique de 30 ans. Mondrian, profondément influencé par la théosophie, cherchait à travers ses tableaux l'harmonie pure, l'équilibre parfait entre les opposés. La couleur, réduite à ses éléments essentiels, devient le langage d'une quête spirituelle. Joseph Albert, artiste et enseignant au Bauhaus puis à Yale, est peut-être le théoricien le plus rigoureux du comportement des couleurs. Son œuvre principale, la série Hommage au carré, débutée en 1949 et poursuivie jusqu'à sa mort en 1976, comprend plus de 1000 tableaux, tous composés de la même structure, des carrés concentriques. Ce qui change d'un tableau à l'autre, c'est uniquement les couleurs, et c'est là que réside la leçon d'Albers. Une même couleur semble complètement différente selon les couleurs qui l'entourent. Un gris posé sur du blanc paraît sombre. Le même gris posé sur du noir paraît lumineux. Une couleur n'a pas d'existence absolue, elle n'existe qu'en relation avec ses voisines. Son livre Interaction of Color, publié en 1963, est encore utilisé aujourd'hui dans les écoles d'art du monde entier. Albers nous enseigne quelque chose d'essentiel. La couleur que vous croyez voir n'est pas la couleur qui est là. La vision est toujours relative, toujours contextuelle, toujours active. Voir la couleur, c'est déjà interpréter. Nous vivons dans le monde le plus coloré de toute l'histoire humaine. Nos écrans produisent des millions de couleurs. Les technologies, l'impression moderne permettent de reproduire fidèlement les œuvres d'art. Les pigments synthétiques offrent aux artistes une palette quasi infinie. Et pourtant, paradoxalement, on n'a peut-être jamais été aussi peu attentif à la couleur. Les artistes contemporains réagissent à ce paradoxe. Olafur Eliasson, artiste danois-islandais, crée des installations immersives dans lesquelles la lumière et la couleur sont le médium principal. Son installation Weather Project, réalisée en 2003 dans la Turbine Hall de la Tate Moderne de Londres, représente un soleil artificiel géant baigné d'une lumière monochromatique orange-jaune. Des millions de visiteurs ont fait la queue pour s'y allonger sur le sol et contempler ce ciel artificiel. La couleur, ici, crée littéralement une expérience collective. James Turrell, artiste américain, travaille exclusivement dans la lumière colorée dans des espaces architecturaux. Ses Sky Space, des pièces avec une ouverture circulaire dans le toit, transforment le ciel réel en tableau grâce à des lumières colorées qui encadrent l'ouverture et modifient la perception du ciel naturel. L'œuvre est réelle, mais la perception qu'on en a est complètement construite. La couleur dans l'art contemporain est aussi souvent un acte politique. L'artiste britannique d'origine nigériane, Chris Ofili, a suscité une vive controverse en 1999 avec son tableau The Holy Virgin Mary, exposé au Brooklyn Museum. L'usage de la couleur dorée et d'une palette africaine aux teintes chaudes pour représenter la Vierge Marie a provoqué des manifestations et une tentative de censure par le maire de New York de l'époque. Yinka Chonibare, également artiste britannique d'origine nigériane, utilise systématiquement des tissus africains aux motifs et aux couleurs caractéristiques pour habiller ses personnages et sculptures. Mais il met en lumière un paradoxe fascinant. Ces tissus que l'on associe immédiatement à l'Afrique ont en réalité été produits en masse aux Pays-Bas pour le marché colonial, puis exportés vers l'Afrique. La couleur africaine est une invention européenne. La couleur, ici, raconte une histoire politique complexe. L'art de rue ou street art a radicalement démocratisé l'usage de la couleur dans les espaces publics. Des artistes comme Bonsky en Angleterre, Os Gemeos au Brésil ou Shepard Fairey
aux États-Unis utilisent la couleur pour s'adresser à des millions de personnes qui ne mettent jamais les pieds dans un musée. Le travail des jumeaux brésiliens Os Gêmeos est particulièrement remarquable. Leurs personnages géants aux teintes jaunes et aux couleurs vives ornent des bâtiments entiers dans des quartiers populaires de Sao Paulo, mais aussi sur les murs du Museum of Contemporary Art de Sydney ou du Palais de Tokyo à Paris. La frontière entre art de rue et art institutionnel s'est effondrée. La couleur en a été l'un des principaux vecteurs. Nous voici au terme de ce voyage. Qu'avons-nous appris ? Nous avons appris que la couleur dans l'art n'a jamais une seule fonction. Elle représente le monde, elle exprime les émotions, elle construit les formes, elle véhicule les symboles culturels, elle interroge la perception, elle fait de la politique, elle crée des expériences collectives, et souvent, elle fait tout cela simultanément. Nous avons appris que la couleur n'est pas une propriété fixe des objets, mais une relation entre la lumière et la surface, entre la surface et l'œil, entre l'œil et le cerveau, entre le cerveau et la culture qui l'a formé. Albers nous l'a démontré rigoureusement. La même couleur n'est jamais la même couleur. Elle change selon son contexte, tout comme nous. Et peut-être le plus important, nous avons appris que regarder la couleur dans une œuvre d'art, c'est apprendre à regarder sa propre sensibilité. Pourquoi le bleu de Klein nous apaise-t-il? Ou vous ennuie-t-il? Pourquoi le rouge de Van Gogh vous trouble-t-il? Ou vous enthousiasme-t-il? Ces réactions ne sont pas arbitraires. Elles vous parlent de vous, de votre histoire, de vos émotions, de votre culture. L'art n'est pas réservé aux spécialistes, la couleur non plus. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour ressentir quelque chose devant Rothko, pour être touché par la lumière de Vermeer, pour être stimulé par la violence chromatique de Matisse. Votre sensibilité est votre seul billet d'entrée. Le monde a besoin de personnes capables de voir vraiment, pas seulement de regarder. Dans un monde saturé d'images, d'écrans, de publicités conçues pour manipuler vos émotions par la couleur, développer un regard conscient et critique sur la couleur est un acte de liberté. Alors, j'espère que ce podcast vous a donné ou ravivé l'envie d'aller dans un musée, de vous arrêter devant une œuvre, de vous demander « Pourquoi cette couleur ? Qu'est-ce qu'elle cherche à me dire ? Et qu'est-ce qu'elle me dit à moi, ici et maintenant ?» Ce sont des questions qui n'ont pas de mauvaise réponse, et c'est précisément pour cette raison qu'elles valent la peine d'être posées. Conclure ? Je vais vous poser une question ou deux. Si vous deviez choisir une seule couleur pour représenter une émotion que vous avez vécue récemment, joie, tristesse, anxiété, espoir, amour, soulagement, quelle couleur choisiriez-vous et pourquoi exactement cette couleur-là pour cette émotion-là ? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où une couleur vous a fortement affecté dans un lieu, une œuvre, un vêtement, un paysage ? Deuxième question. À votre avis, la couleur dans l'art contemporain, que ce soit dans la peinture, le cinéma, le design numérique ou l'art de rue, a-t-elle encore le pouvoir de surprendre et de toucher un public aussi exposé aux images qu'aujourd'hui ? Ou la surexposition aux couleurs dans nos vies quotidiennes a-t-elle émoussé notre sensibilité ? Et si c'est le cas, comment les artistes de demain pourraient-ils nous redonner le goût de voir ? Merci de votre attention et de votre présence, et je vous dis à bientôt.